Ok, donc aujourd'hui, nous sommes à la leçon 2. La première leçon, il n'y avait qu'une seule personne. Il n'y avait même personne en ligne. Aujourd'hui, au moins, il y a... Suleiman. Bon, je ne sais pas s'il est là. Aujourd'hui, au moins, Lukman est sur place, ça c'est déjà bon. Donc, on a la leçon 2 aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là à la leçon 1, j'espère qu'ils ont pu lire cette leçon-là. Et j'espère qu'ils vont pas me poser aussi des questions. Donc, le titre de la leçon 2, c'est Développement durable et sa déclinaison forestière. En fait, quand on parle de développement durable, il y en a dans tous les domaines. Hein, le développement durable, plutôt sa déclinaison dans la gestion forestière, ça sera la gestion durable des forêts. Voilà. Donc, sinon, c'est le développement durable. Quels sont les 3 piliers du développement durable? Hein, c'est quoi les 3 piliers du développement durable? Ouais, le développement durable a 3 piliers. Quels sont ces 3 piliers? Donc, en attendant que vous donniez la définition, donc 2 petits points que nous verrons en termes d'objectifs. Définir la notion de développement durable et puis donner la place des forêts tropicales dans la question de développement durable. J'attends toujours ma réponse parce que j'ai posé une question. Développement durable et émergence d'un paradigme, c'est-à-dire d'une nouvelle façon de voir, d'une nouvelle tendance quand on parle de développement durable. Parce que la leçon dernière, c'était juste voir comment est-ce que les forêts, en particulier, ont été gérées pendant la période coloniale et après la période coloniale. Hein, le constat a été que c'était une exploitation pionnière, abusive, qui avait commencé pendant la période coloniale et juste après les indépendances, nos différents gouvernements ont pris la relève de ce qu'ils avaient reçu en héritage pour assurer leur développement. Donc, c'était l'exploitation agricole, c'était l'exploitation des ressources forestières. Donc, c'était pour l'essentiel ce qu'il y avait là-bas. Voilà le titre qu'on vient de passer, développement durable et émergence d'un nouveau paradigme. Donc, le premier point que nous allons aborder ici, on dit des accords multilatéraux de l'environnement au développement durable. Plus de conscience à nous. Le résumé de cette partie, c'est que, initialement, quand les pays avaient des problèmes, chaque pays s'occupait de son problème. Mais petit à petit, on a vu qu'il y avait certains problèmes qui pouvaient être transfrontaliers. Quand tu prends l'exemple d'un tremblement de terre, souvent ça peut ne pas toucher un seul pays. Donc, les pays ont vu là l'importance de se mettre ensemble pour régler un certain nombre de problèmes. Voilà comment, petit à petit, on est arrivé à quelque chose de sectaire, de local, à quelque chose de plus global, donc d'international. Voilà. Donc, les problèmes environnementaux, s'il y a tous des accords multilatéraux sur l'environnement, commerce d'espèces, médiation lors des grandes catastrophes. Donc, tout cela a permis de construire un tissu pour ce qui concerne la gestion des problèmes environnementaux, parce que c'était des problèmes qui étaient transfrontaliers. Donc, la conséquence de cette prise de conscience-là, hein, c'est que la naissance aux différents COP, notamment celui de Stockholm, où on a eu certaines avancées avec la création de plusieurs programmes, notamment le PNUD, Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et puis la mise en place des ministères de l'environnement et de planification, s'appuyant sur des instruments juridiques, l'introduction du concept d'éco-développement. C'est comme ça que ça a commencé. Et ce n'est pas directement développement durable, mais le développement durable s'apparentait uniquement à quelque chose d'écologique, parce que le premier aspect du développement qui avait été pris en compte, c'est l'aspect financier, l'économie. J'ai demandé tout à l'heure quels étaient les 3 piliers. Oui. C'est le social, l'économie et l'environnement. Exactement. Hein, donc, quand on a commencé à parler de développement, le premier pilier était beaucoup plus l'économie. Petit à petit, avec les catastrophes qui arrivaient, on a commencé à voir le côté écologie. On dit que l'éco-développement est un modèle de développement économique compatible avec l'équité sociale et la prudence écologique. Donc, on met dans l'éco-développement, on commence à parler du social et puis de l'écologie petit à petit. Toutefois, dans cette conception d'éco-développement, il y avait quelques limites. On dit malgré la volonté internationale, notamment lors de la COP, de la conférence, pardon, ou bien de la COP aussi, c'est la conférence des parties de Stockholm, il y avait l'aggravation des conditions économiques
et écologique globale. C'est vrai qu'on en parlait, on disait qu'on devait prendre en compte tout ce qui était social et puis écologique, mais sur le terrain, en réalité, ce n'était pas ça. Je donne l'exemple de nos pays. Bon, toi, tu n'es pas un pays forestier. Chez nous, par exemple, les forêts ont continué à... Au niveau du Niger, qu'est-ce qui a été impacté au niveau environnemental qui a continué la dégradation jusque-là? Qu'est-ce qui a créé un impact sérieux? La déforestation. Au niveau du Niger également? Mais on coupe les arbres, les gens s'en servent des arbres pour faire le cube. Pour briller l'eau, pour préparer, donc ça fait les vagues sont là. Donc on expose le sol à la dégradation, à l'érosion. Donc ça, c'est une cause de la dégradation. Ok. Donc, voyant ces limites-là, il y a eu encore d'autres commissions qui ont été créées. Notamment la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, qui a confirmé le thème développement durable ou sustainable development. La Commission mondiale de l'environnement pour le développement est le thème adopté lors de la conférence de Rio en 92. Donc, voilà ce schéma-là, par exemple, qui retrace plus ou moins ce qu'on appelle le développement durable. Et aux trois extrémités, on a écologie, sociale et puis économique. Maintenant, en croisant ces trois, on crée également trois sous-classes. Quand une activité est écologique et économique, on dit que c'est viable. C'est-à-dire, si jamais on devrait adopter quelque chose pour être écologiquement viable, il faudrait que ce soit économiquement supportable. Là, ça devient viable, sinon ça ne tiendrait pas. Quand on mélange le social et l'économie, si c'est un bien qu'on est en train de produire, il faudrait que la redistribution de ce bien-là soit équitable. Sinon, ça risque de créer aussi un déséquilibre qui fera qu'on va s'éloigner de plus en plus du développement durable. Et enfin, quand on mélange l'écologie et le social, ça devient vivable. Une société qui vit dans un environnement sain, ça devient vivable. Voilà, donc ce gros chemin-là. Donc, on est revenu ici sur la déclaration de Rio, certains points qui ressortaient quand même la notion du développement durable. On dit le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et l'environnement des générations présentes et futures. Le point 4, pardon. Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considéré isolement. Donc là, c'est 3 points de tout ce qui a été sorti comme déclaration de Rio sur lesquels on est revenu. Environnement et développement durable. Ligne de force politique. C'est-à-dire comment est-ce que, au niveau politique, hein, cela a été adopté pour faire une ligne, j'allais dire, une ligne de force politique, un peu comme quand on parle de changement climatique. C'est une ligne de force politique parce que toutes les politiques doivent s'aligner sur ça pour faire un tronc commun. Intérêts multiples des structures nationales et internationales, États, organisations, ONG, acteurs mondiaux. Ça, c'est le plus important. Maintenant, on va voir la place de la forêt tropicale dans la question du développement durable. Parce que quand on a dit développement durable, c'est vraiment le tout, quoi. Maintenant, la place de la forêt, on va parler de développement ou bien gestion durable des ressources forestières. C'est le même terme durable qui revient. État des forêts à la fin des années 80, écrit dans l'âme déjà lancé. Force et faiblesse. Exploitation forestière industrielle. Développement de l'agriculture. Prélèvement forestier. Le constat est simple, c'est que quand, là, les statistiques vont de 1700 à 1995. Et dans pratiquement tous les pays, il y a des pertes. Il y en a des taux de pertes annuelles. Ce qui est normal parce que là, il ne peut y avoir que des pertes. Maintenant, quand on compare ces pertes-là dans les pays tropicaux et dans les pays tempérés, là, par exemple, pour la période 1849, total taux, on a 109 au niveau des pays tropicaux et puis 180 au niveau des pays tempérés. Et quand on arrive finalement à 1980-1995, on a 220 pour 6 au niveau des pays tempérés.
La réalité des faits, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts de reboisement au niveau des pays tempérés. Par contre, au niveau des zones tropicales, ce n'est pas évident que tout ce qui était coupé soit remplacé. Puis on compte vraiment sur la nature, la nature, la nature. Il y a eu une prise de conscience, mais une prise de conscience qualifiée de tardive pour la simple raison que on se prend un peu tard. Et puis même quand on prend conscience, les actions pour arrêter la déforestation ne sont pas immédiates. Voilà. Donc, il y a le fait que la FAO a commencé à estimer les pertes. De toute façon, on s'est rendu compte que c'est quelque chose de trop sérieux. Donc, la FAO a commencé à effectuer des évaluations au niveau des pertes. Oui. On parle de l'agriculture, ils sont également des ressources forestières. En 1948, l'estimation a été faite avec l'exploitation de bois, l'exploitation commerciale de bois. Et puis après, en 1976, on est arrivé à quelque chose de peu plus précis avec la déforestation annuelle globale. Et c'est à partir de 80 que les mesures vont être faites en utilisant des outils beaucoup plus modernes. Toujours est-il que ça devient beaucoup plus précis. Initialement, c'est à partir du volume du bois commercialisé qu'on pouvait s'imaginer plus ou moins les hectares qui sont partis. Vous voyez qu'en 1980, on donne même la déforestation en millions d'hectares annuels. On précise même ce qui vient des forêts denses humides. Ça devient de plus en plus précis parce qu'à partir de cette période, ils ont commencé à utiliser des outils plus modernes pour faire cette évaluation. Mais au niveau, à coup du moins, il y a aussi eu le fait qu'il y a certaines ONG et puis des associations de consommateurs qui ont commencé à boycotter un certain nombre de bois. Apparemment, c'est le langage que certaines organisations, peut-être africaines, comprennent parce que là, au niveau du cacao, il y a quelque chose de pareil qui est en train de se mettre en route. Là, on parle de boycotter le cacao ivoirien. Donc, actuellement, l'Union européenne demande à la Côte d'Ivoire de démontrer que sa prochaine production, enfin, les prochaines productions cacaoyères ne sont pas sujets ou n'incitent pas à la déforestation. Bon, là, quand on parle de boycott, si jamais tu vois que tu dois vendre et boycotter, tu ne donneras pas l'argent. Donc, tu feras plus attention à comment tu produis ce bois-là. On parle de l'agenda 21. Vous voyez que, comme titre, on dit les tests non contraignants adoptés au sommet de Rio, déclaration des principes. On dit tests non contraignants. Ça dit c'est qu'on se donne des textes qu'on ne peut pas forcément appliquer. C'est fait comme si les intentions étaient bonnes, mais on ne peut pas passer à l'acte. On ne peut pas passer à l'acte. Et après ça, avec beaucoup de divergences. Les pays industrialisés et puis les pays, j'allais dire en développement, étaient vraiment opposés. Leur position, c'est quoi? On dit la définition d'un texte intégrant l'abattage des bois tropicaux. Ça, c'est pour les pays industrialisés. C'est-à-dire qu'ils souhaiteraient que ce texte-là intègre les bois tropicaux. Les pays en développement, de leur côté, indiquent la nécessité que le texte intègre également les forêts tempérées et les forêts boréales. Tu vois? Ils souhaiteraient qu'on fasse quelque chose où on intègre les forêts tropicales, parce qu'on sait que c'est les forêts naturelles. En enlevant les forêts boréales et les forêts tempérées, les pays en développement disent non. Parce qu'on sait qu'il y a également beaucoup de bois, donc on ne peut pas nous mesurer comme ça. Donc, ces divergences font que finalement, ce n'est pas toujours évident de trouver un terrain d'entente. L'objectif d'une convention cadre mondiale sur les forêts, l'objectif d'une convention cadre sur les forêts n'a pu être atteint. Donc, vu toutes ces divergences-là, on n'a pas pu atteindre un accord. On dit accord des différentes parties présentes sur. C'est ça. Une minute. Oui, c'est ça. Oui. Comment ça? Yeah. Ah, il n'y a pas négocié. Hein? En fait, quand j'ai vu ton appel là, j'ai vu que je n'avais pas amené le 1000. Donc, vous allez amener le 1000. Oui, ça va. Comment ça? Non, non. Ah oui, il disait qu'il fallait que j'ai dit quelques autres bons entretiens aujourd'hui là. Non, je vais l'appeler après, je suis au cours, donc là, il va m'entretenir avec lui. Oui. Oui, disons, dimanche soir, j'aurai un point plus clair. On peut échanger dessus avant qu'on atteigne lundi.
Accord non contraignant, accord faisant autorité pour un consensus mondial sur l'utilisation, conservation. Bon, on dit que ça n'a pas été contraignant, mais au moins, ça fait un consensus mondial. C'est-à-dire qu'ils sont tous conscients du fait qu'ils doivent préserver au moins les ressources forestières. Maintenant, quelles sont les conditions de préservation? C'est là, pays développés, pays à développement, ne se sont pas entendus. C'est simplement. Parce qu'en fait, il y a des engagements politiques forts derrière. Parce que quand un pays vit, par exemple, de la vente de ces ressources-là, et puis on lui dit ne coupe pas, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un manque à gagner. Donc, c'est des décisions qui ne sont pas aussi faciles que ça à prendre. Lors du sommet de Rio, les États se sont également engagés à suivre un programme d'action global qu'on appelle l'agenda 21. L'agenda 21 oblige les pays à se donner les moyens pour mettre en œuvre un développement durable. Quels sont les points qui ont été évoqués dans ce développement durable? 1. Développement économique. 2. Conservation et préservation des ressources aux fins de développement. 3. La participation des parties prenantes. Et 4. La mise en œuvre des moyens d'action transversaux permettant une inflexion du développement durable. Simplement parce qu'on sait qu'on est en train de tout détruire. La pluralité des définitions. Qu'est-ce qu'on appelle finalement la gestion durable des forêts? Et là, il y a eu plusieurs définitions qui ont été proposées. On ne va pas passer tout ça en revue. On prend par exemple la première définition qui est la définition de l'OIBT. Selon cette organisation-là, la gestion durable des forêts des forêts permanentes en vue d'objectifs clairement définis concernant la production soutenue. Parce qu'on parle de l'Organisation internationale de bois tropicaux. Donc, c'est une organisation qui est plutôt dans la promotion du bois et dans la vente du bois. Donc, regarde un peu les définitions. La gestion des forêts permanentes en vue d'objectifs clairement définis concernant la production soutenue de biens et services délivrés sans porter atteinte à leur valeur intrinsèque, ni compromettre leur productivité future et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement. Tu vois qu'on parle de production soutenue, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Je prends la troisième définition, et c'est la dernière d'ailleurs. Je prends la troisième définition qui dit que selon le processus consultatif des forêts, sur les forêts en Europe, selon ce la gestion durable des forêts signifie la gestion et l'utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière et à une intensité telle qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité, leur capacité à satisfaire actuellement et pour le futur les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes au niveau social, national, mondial. Tu vois que là, on ne revient pas trop sur la production soutenue. Donc, en fonction de l'orientation ou bien du bord de celui qui donne la définition, il y a de légères différences. Là, on vient juste de poser la définition proposée par l'OIBT et puis celle proposée par le processus consultatif de... Donc, la définition qui est la déclaration des principes forestiers. La déclaration stipule que les ressources forestières, et les terrains boisés devraient être gérés sur une base durable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, culturels, spirituels des générations futures. Vous voyez que là, la production soutenue n'est pas mise sur le même pied d'égalité que la définition proposée par l'OIBT. Voilà, donc ainsi profère la deuxième leçon. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Question. Et est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? J'ai pas lancé. Hein? Oh là là! Il y a enregistrement? Il y a enregistrement, non? Fin. Attends, s'il y a enregistrement, on verra. Lettre fin.